éléments pour participer à cette 5e soirée de notre festival Voix publique. Merci à tous nos intervenants qui vont vous être présentés par quelqu'un qui les connaît beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Merci en tout cas d'être venus pour cette 5e soirée où nous continuons à agiter le sens de la nature. Alors la nature, c'est un mot évidemment très large qui englobe tout un tas de choses, mais en particulier qui englobe des aspects scientifiques. Les sciences de la nature, ça existe, et en particulier les sciences de l'environnement. Or, les sciences, vous le savez, j'en parle en connaissance de cause, c'est quelque chose de trop sérieux pour les laisser entièrement entre les mains des scientifiques. Et il est possible, et en particulier dans le domaine, et c'est cela que nous allons apprendre maintenant, il est tout à fait possible à tous les citoyens, à toutes les personnes intéressées de prendre part sérieusement à des activités de type scientifique, à des protocoles scientifiques dans un certain nombre de domaines, et en particulier dans le domaine de l'environnement. On va apprendre tout ça, et je vous remercie encore. Merci François. Bonsoir Baptiste Regnery. Donc moi je suis écologue. J'ai dans un passé récent travaillé au Muséum national d'histoire naturelle, puis désormais à l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. Donc je serai l'animateur ce soir. Je remercie l'association Voix publique, l'Espace Mendes France de nous accueillir ce soir. Et alors moi je vais être très bref parce que ce sont vraiment les intervenants qui vont vous apporter justement des éléments, un petit peu de connaissances, et on aura des temps vraiment pour interagir ensemble sur ces sujets. L'idée en fait des sciences participatives, c'est, comme l'a indiqué François, la nature, effectivement, c'est un terme très large qui est important. C'est au sein de la nature les interactions, les interactions notamment entre l'homme et la nature. Et là, on a des interactions qui sont tout à fait passionnantes. Effectivement, aujourd'hui, de plus en plus de citoyens participent à des programmes où il s'agit en fait d'observer, avant tout d'observer, de collecter des informations qui vont ensuite être utilisées par les scientifiques pour mieux connaître, mieux comprendre l'état de la biodiversité, ses tendances. Mais ce n'est pas le seul intérêt des sciences participatives. Et je dirais que ce soir, nous allons donc nous pencher sur les intérêts des sciences participatives. Et nous tâcherons aussi peut-être de vous donner l'envie de participer aussi à des programmes de sciences participatives qui s'adressent donc à des non-spécialistes, pour la plupart, on verra. Il y a certains programmes qui s'adressent à des personnes plus confirmées. Mais... Et cerise sur le gâteau, c'est qu'on a vraiment l'embarras du choix. Donc vous verrez, il vous sera passé en revue en fait différents types de programmes auxquels vous pouvez participer. Je laisse tout de suite la parole à Anne Dauzière, donc, qui est directrice Viginature au Muséum national d'histoire naturelle. Bonsoir à tous, donc merci d'être venus. Moi je travaille au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, et je m'occupe du programme Viginature que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est un programme de sciences participatives. Et donc je travaille dans un laboratoire de recherche en sciences de la conservation qui s'appelle le CESCO. Alors, comme l'a dit Baptiste, les sciences participatives, ce sont en fait des programmes de recherche qui proposent à des réseaux de participants volontaires de contribuer à la recherche scientifique, notamment à travers la collecte de données. Là, en l'occurrence, on va parler de données sur la nature, de données sur la biodiversité, et donc qui vont être renvoyés à des chercheurs. Donc, ces programmes, ils sont montés par des chercheurs et des associations, la plupart du temps des associations de protection de la nature, qui vont concevoir des protocoles, donc en gros une suite d'étapes pour pouvoir observer de façon systématique la nature. Et donc les participants vont pouvoir faire des observations, les renvoyer, et les chercheurs, à partir de ces données-là, vont pouvoir les analyser, les interpréter et renvoyer les résultats qu'ils obtiennent aux participants. Ces programmes sont mis en œuvre après sur le territoire grâce à tout un réseau d'associations et de partenaires, de collectivités qui vont diffuser ces projets-là. Alors, il y a un triple objectif qu'on affiche souvent dans les sciences participatives et dans Viginature. Un premier objectif qui va être un objectif scientifique. Aujourd'hui, face aux grands changements globaux, donc que sont le réchauffement climatique, l'urbanisation, les changements de pratiques agricoles,
on a besoin en fait d'avoir beaucoup de données, beaucoup d'informations pour comprendre comment la nature réagit à ces grands changements. Et pour ça, en fait, on a besoin de données à la fois sur le long terme, dans des grandes périodes, et puis sur une large surface spatiale. Et les scientifiques seuls ne pourraient pas récolter toutes ces données, et c'est pour ça qu'on fait appel à des participants. Ça, c'est le premier objectif. Il y a un autre objectif qui est un objectif pédagogique qui va être de permettre aux citoyens de comprendre les enjeux qui pèsent sur la biodiversité et puis d'apprendre à reconnaître les différentes espèces qu'ils trouvent autour de chez eux. Et puis un dernier objectif dont je ne parlerai pas trop ce soir, mais qui est un objectif plus politique. Grâce à ces données-là, on va transmettre des informations au niveau des ministères, au niveau de l'Europe, sur l'état de santé de la biodiversité, pour que ces données-là puissent être prises en compte dans les politiques publiques. Alors, Viginature, ça regroupe un grand nombre d'observatoires, on appelle ça des observatoires, qui s'adressent à différents types de publics. Donc, initialement, notre plus ancien programme, celui qu'on trouve en haut à gauche, le stock, qui se fête ses 30 ans cette année, donc suivi temporel des oiseaux communs. Ça, ce sont des programmes donc, que vous trouvez en haut qui s'adressent plutôt à des naturalistes confirmés. Et puis, depuis un peu plus de 10 ans, il y a des programmes qui s'adressent au grand public, à tous, et pour lequel, pour participer, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances préalables, et on peut participer, même si on n'avait pas forcément de connaissances avant de participer. Vous verrez ça tout à l'heure avec Michel Thébault qui vous parlera de son expérience. On a aussi développé des projets donc, pour les scolaires. Donc là, c'est les enseignants comme ça qui peuvent mettre en place directement dans leur classe des observations avec les enfants qui vont envoyer leurs données et participer comme ça, collaborer avec des scientifiques à l'école. Puis enfin, on a des programmes pour les professionnels, donc les agriculteurs et les gestionnaires d'espaces verts. Et là, l'idée, c'est plus de pouvoir donner des outils pour mesurer l'impact des pratiques sur la biodiversité. Alors, dans Viginature, on s'intéresse à des espèces communes. Les espèces communes, elles sont intéressantes parce que c'est celles qu'on trouve en plus grand nombre dans les écosystèmes, puis c'est celles qu'on rencontre au coin de son jardin et qu'on ne reconnaît pas forcément et qu'on va apprendre à découvrir. Elles sont intéressantes parce que finalement les scientifiques s'y intéressent assez peu. C'est des espèces qui sont assez peu étudiées. Et donc là, dans le cadre de ces programmes-là, elles vont être plus étudiées. Alors pour vous donner quelques chiffres, j'ai fait des mauvais choix de couleurs, je crois, mais ça permet donc de récolter, comme je vous l'ai dit, plein de données sur des larges échelles spatio-temporelles. Donc là, par exemple, depuis 10 ans, sur l'Observatoire des papillons des jardins, il y a eu plus d'1 500 000 papillons qui ont été comptés. Et puis on a des suivis sur les chauves-souris, sur les insectes pollinisateurs avec des photos d'insectes, et puis des informations aussi sur les pratiques qu'il y a dans les jardins des participants. Par exemple, sur l'Observatoire de oiseaux des jardins, on a jusqu'à 30 000 jardins qui participent, et donc on a des informations sur quelles sont les pratiques dans ces jardins et comment ces jardins sont entretenus. Globalement, par an, on a à peu près entre 15 et 20 000 participants qui participent, et on a donc 14 000 participants dits grand public, 2 000 naturalistes, environ 6 000 élèves qui participent tous les ans. Alors, pour vous donner un peu à quoi peuvent servir ces données-là, comment elles sont mobilisées, peut-être que l'année dernière, vous avez entendu parler du déclin des oiseaux dans les campagnes. Alors là, je vous ai mis quelques articles, parce que c'est vrai que c'est des choses qui ont été beaucoup reprises. On a entendu parler du printemps silencieux, effectivement, et du déclin d'oiseaux dans les campagnes. Alors ça, en fait, ce sont des données qui ont été récoltées par un programme de sciences participatives, donc le suivi temporel des oiseaux communs, et qui montre effectivement, si vous regardez la courbe en jaune, qu'on a un déclin de 33% des oiseaux dans les milieux agricoles. Donc en fait, grâce à ces observations-là, on est capable comme ça de quantifier l'état de santé de la biodiversité, et c'est vraiment des données qui sont très très précieuses et qu'on va pouvoir comme ça transmettre. Et on a vu l'écho que ça a pu avoir
au sein de la société l'année dernière, de pouvoir comme ça donner des chiffres et donner des informations sur le déclin de cette biodiversité grâce à cette participation de citoyens volontaires. Alors, on fait ça aussi sur d'autres groupes. Là, par exemple, sur les papillons, on va partager les données d'observation des papillons avec tous les autres pays d'Europe qui font aussi ce genre de suivi. Et donc, grâce à ces données-là, on a pu, et en regroupant les données des différents pays d'Europe, on a pu montrer que depuis 1990, il y avait eu un déclin de 30% de l'abondance des papillons de prairie au niveau européen. Donc on arrive comme ça vraiment à avoir des chiffres et vraiment de la quantification de qu'est-ce qui se passe sur la biodiversité. Et puis après, on peut avoir aussi d'autres recherches qui vont être donner des résultats un peu différents. Par exemple, on a un suivi qui s'appelle Bird Lab, qui propose d'observer les oiseaux à la mangeoire. Donc là, on travaille avec des chercheurs qui s'intéressent au comportement des oiseaux. Et donc là, on va pouvoir voir en fonction des différentes espèces d'oiseaux quels sont leurs comportements. On a des oiseaux qu'on trouve toujours seuls à la mangeoire. Par exemple, le rouge-gorge, qui est un oiseau qui va être très très territorial. On le trouve jamais, donc on voit il n'y a pas de rouge sur la colonne du rouge-gorge, parce qu'on ne le trouve jamais en même temps qu'un autre rouge-gorge sur la mangeoire. Ils sont très territoriaux et donc les rouges-gorges vont chasser les autres. À l'inverse, on va par exemple avoir le chardonneret, qui est la quatrième espèce, qui va être un oiseau plus grégaire qu'on va pouvoir trouver en grand nombre ensemble sur les mangeoires. Donc là, on va pouvoir avoir comme ça, grâce à ces données-là, des études sur le comportement des oiseaux. Et donc, je vous donne un dernier exemple. On m'a dit de faire court et je vais laisser de la place pour la discussion. Donc, sur l'Observatoire des papillons des jardins, dont parlera Michel tout à l'heure, grâce aux données récoltées dans cet observatoire. Donc là, on a la carte en haut à droite des jardins qui participent à l'Observatoire des papillons des jardins. Donc on a à peu près 12 000 jardins sur la France qui participent. C'est un observatoire qui a 12 ans. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a pu regarder l'influence des pratiques dans le jardin, l'influence de l'utilisation de produits phytosanitaires et de pesticides sur les papillons. Et ce qu'on voit, c'est que l'utilisation ne serait-ce que d'un seul pesticide va diminuer de moitié le nombre d'espèces de papillons qu'on peut observer dans son jardin. Alors ça peut sembler des résultats assez évidents, on s'attend un petit peu à ça, mais finalement c'est des choses qui sont mesurées en milieu agricole, des choses qu'on connaît en milieu agricole, mais qu'on connaît beaucoup moins en fait l'influence de pratiques individuelles, comment chacun dans son jardin peut avoir finalement un impact sur la biodiversité. Et donc là il y a ces résultats pour les papillons et on a les mêmes résultats pour les bourdons. Et après, autre chose qui me semble intéressant, c'est le graphique qu'on voit à droite. En fait, on a regardé un groupe de 1000 jardins qui ont participé 3 années consécutives à ce suivi. Et chaque année, en fait, on va demander aux participants de décrire leur jardin et de décrire les pratiques et de savoir s'ils utilisent ou pas des pesticides. Et on voit qu'au bout de 3 années de participation, le nombre de jardins qui disent utiliser des pesticides, donc c'est en bleu, ceux qui ont répondu oui, il va diminuer au fur et à mesure de la participation. Alors ça, c'est très intéressant aussi, parce que ça montre que l'observation comme ça de papillons dans son jardin qu'on ne connaissait pas va aussi engendrer des changements de pratiques et que nos participantes, là ça c'est les retours que certains nous font, nous disent voilà, je me suis rendu compte qu'en laissant des zones plus en friche dans mon jardin, en laissant pousser des orties dans mon jardin et en arrêtant d'utiliser des pesticides, je voyais plus de papillons. Et moi, ça me faisait plaisir de voir plus de papillons parce que maintenant, je sais les reconnaître. Et donc, du coup, j'ai arrêté d'utiliser des pesticides. Donc ça va être un autre avantage que peuvent avoir ces projets-là. Alors après, comment on fait pour participer ? Alors, je vous ai dit, tout le monde peut participer. À l'entrée, sur la table, à l'entrée, j'ai laissé des petits dépliants Viginature sur lesquels il y a toutes les informations pour chacun des programmes de comment participer.
Et donc c'est assez simple, il suffit d'aller donc sur le site de Viginature, et là vous allez avoir les différents observatoires sur lesquels vous pouvez aller regarder, et donc pour chacun des observatoires, il va y avoir des fiches qui vont aider à reconnaître les différentes espèces, il va y avoir des conseils pour comment mettre en place dans son jardin, ou comment faire les suivis, et puis après des sites pour pouvoir envoyer les données au muséum et participer. Voilà. Et alors, je vais vous parler aussi d'un autre outil, un autre portail en fait qui est assez récent, qui s'appelle Open. Parce que là, pour l'instant, je vous ai parlé juste des suivis Viginature qu'on fait au muséum, mais il en existe beaucoup d'autres, des suivis de sciences participatives. Il n'y a pas que le muséum qui fait des suivis. Et donc, Open, c'est pour Observatoire participatif des espèces et de la nature. C'est un portail sur lequel vont être recensés l'ensemble des programmes auxquels on peut participer en France sur la biodiversité. Alors, il y a un système qui est de pouvoir rechercher en fonction de où est-ce qu'on habite, par sa région, en fonction de la thématique, en fonction des espèces. Donc là, j'ai cliqué sur espèces, on peut cliquer si on a envie d'observer les mammifères, des reptiles, plutôt des araignées, des gastéropodes, enfin des escargots, des oiseaux. Donc on va pouvoir cocher qu'est-ce qui nous intéresse. On va pouvoir dire dans quelle région on est. On va pouvoir dire quel est notre niveau. Est-ce qu'on est débutant ou est-ce qu'on a déjà des connaissances. Et puis après, il va proposer tous les observatoires auxquels on peut participer. Voilà, j'en ai terminé. On avait juste un tout petit film justement qui est sur cette plateforme Open que je vais vous présenter. Ça dure juste 2 minutes. Alors voilà. Ouais, les dépliants, je les ai mis sur la petite table à l'entrée. Alors c'est ça. Je ne sais pas s'il y a du son. La situation de la biodiversité est très préoccupante. En 40 ans, plus de 50% des vertébrés ont disparu dans le monde. Aujourd'hui, en France métropolitaine, 14% des mammifères, 24% des reptiles, 22% des poissons d'eau douce et 32% des oiseaux nicheurs sont menacés de disparition. Insupportable, n'est-ce pas? Il existe pourtant un moyen d'inverser la tendance et sortir de cette spirale infernale. Vous voulez agir? Alors lancez-vous dans les sciences participatives, devenez observateur. Mais c'est quoi les sciences participatives? Des citoyens bénévoles, amoureux de la nature, prêts à donner un peu de leur temps pour l'observer. Débutants ou expérimentés, citadins ou ruraux, jeunes ou seniors, tous animés par le désir de protéger la biodiversité, donc la planète. Ces observations, venant de tout le territoire et réalisées en toute saison, sont collectées et analysées par les scientifiques. Ce qui permet de mieux connaître la répartition et l'évolution des espèces vivantes, d'identifier les menaces et comprendre la raison de leur déclin, et de trouver des solutions pour y remédier. Alors, comment se lancer dans les sciences participatives? Ne cherchez plus, allez sur Open. Open, c'est le premier portail web entièrement consacré aux sciences participatives en France. Une plateforme collaborative réunissant plus d'une centaine de programmes, les observatoires. Parmi eux, il y a forcément celui qui vous intéresse, que vous trouverez en fonction de votre localisation géographique, des espèces et milieux naturels que vous aimeriez observer ou d'autres critères que vous allez découvrir. Alors foncez, la nature vous attend. C'est un peu une pub. C'est un peu publicitaire. Restez là, ne pensez pas trop. Voilà, si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions sur cette première intervention à poser à Anne? Moi, je me posais une question sur les échelles. En fait, on a vu que toutes ces données apportent des résultats donc solides, hein, puisque Anne a présenté des résultats qui sont publiés dans des grandes revues scientifiques. Est-ce qu'on arrive, par exemple, sur l'opération Papillon, à dégager aussi des résultats, des tendances qui peuvent être communiquées à des échelles de territoire,
donc à une échelle régionale ou éventuellement infrarégionale, ou c'est encore un peu jeune, par exemple sur Opération Papillon? Alors en fait, ce qu'on va pouvoir communiquer, ça va effectivement, comme disait Baptiste, dépendre de l'âge de l'observatoire et du nombre de données qu'on va avoir dans l'observatoire. Là, sur l'opération Papillon, je vous ai dit, ça a 12 ans et on a là maintenant vraiment assez de données pour pouvoir faire des publications au niveau national. Et là, on va pouvoir commencer à comparer effectivement au niveau régional. On ne va pas pouvoir descendre à des échelles très 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 fines. Par exemple, si on regardait juste sur un département, c'est plus compliqué parce qu'on va pas forcément avoir assez de données. Mais après, ça va dépendre aussi des départements. Par exemple, sur l'opération Papillon, on a eu une animatrice dans le Nord-Pas-de-Calais qui était très active. Et en fait, on s'est rendu compte que du coup, on avait beaucoup de données dans le Nord-Pas-de-Calais d'observation des papillons. Et donc là, on a pu faire des résultats et produire des résultats de participation à cette échelle-là. Après, un autre élément de réponse, c'est-à-dire que même si on n'a pas forcément des données qui vont et des résultats qui vont être travaillés par les scientifiques sur des échelles locales, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des restitutions quand même qui vont intéresser en revanche les participants, mais aussi des collectivités ou des régions sur qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'il y a comme diversité au niveau régional. Puis après, sur cet observatoire aussi, ce qui va être intéressant, c'est que quand on commence à avoir des données comme ça sur du long terme, on peut observer, quand on regarde par exemple le réchauffement climatique, on peut observer les changements d'aire de répartition d'espèces ou les évolutions dans le temps de la phénologie des espèces. Première main qui s'est levée. Madame Dauzière, je vous remercie d'être venue de Paris jusqu'à nous. Vous êtes venue en train ou en voiture? En train. Ok, donc vous n'avez pas pu faire les mêmes observations que moi la semaine dernière, qui suis montée pour faire un aller-retour à Paris, rendre visite à un retraité du muséum et du CNRS. L'observation que j'ai pu faire, et je pense qu'il va falloir que vous intégriez les scolaires sur ce projet-là. On dit à tous que le climat réchauffe la planète. En voiture, il n'y en a pas un qui lève le pied. Ils sont tous à 130, même s'il y a marqué vent violent sur la route. Sur l'autoroute, même s'il y a marqué ralentissez. J'ai compté samedi matin le nombre d'animaux morts au bord de la route. Mais il y en avait un paquet. Ça signifie quand même que les gens ne font pas attention. Parce que on ne voyait pas ça il y a 20 ans, il y a 30 ans au bord des autoroutes. Hein. Donc là, il y a un phénomène qui est, à mon avis, nouveau et dont il faudra peut-être tenir compte. C'est pas qu'il manque de corridors pour traverser les routes, mais je pense qu'il y a quand même des personnes qui ne font pas forcément attention au bord des routes. Mais intégrer les scolaires, 6 000 élèves, ça ne me semble pas beaucoup. Intégrer les scolaires et peut-être y compris avec les personnes de la sécurité routière là-dessus, pour intégrer les automobilistes aussi. Bon courage, merci. Sur les scolaires, Anne, est-ce que tu veux répondre sur l'implication des scolaires? Il faut l'allumer. Ah oui, il marche. Alors, sur les scolaires, pourquoi est-ce qu'on n'a pas intégré les papillons? Parce qu'en fait, le calendrier scolaire, c'est septembre à juin. Et en fait, la période où on observe le plus de papillons, ça va quand même être en été. Donc on a choisi effectivement d'intégrer plutôt les escargots ou d'autres espèces. Mais les papillons, c'est vrai que le fait de manquer juillet, août pour les scolaires, ça a fait qu'on n'a pas intégré. Puis après, l'autre raison, c'est que c'est vrai que c'est pas forcément le groupe le plus facile à observer pour les enfants parce c'est difficile de prendre le temps de l'observer parce que ce sont des animaux qui volent et donc qui passent rapidement et donc voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait les choix en fait de qu'est-ce qu'on propose aux scolaires ou qu'est-ce qu'on ne propose pas aux scolaires. Pour ce qui est des animaux morts, je ne sais pas si on a des données sur une augmentation de ce genre de tendance. Après forcément l'augmentation de la fragmentation et du nombre de routes sur le territoire va forcément avoir des impacts.
Voilà. Ouais, je sais qu'à l'échelle, en tout cas dans la Vienne, il y a des suivis de collisions, mortalité routière chez les animaux. Donc une application qui est proposée par la LPO qui permet en fait de renseigner si vous voyez un hérisson mort, un oiseau mort, etc. Et ça permet d'identifier des zones noires, en fait, des secteurs où il y a des taux de mortalité qui sont particulièrement importants, et du coup derrière de se tourner vers les départements, par exemple service voirie des départements ou d'autres acteurs comme ça qui potentiellement peuvent réfléchir à comment faire évoluer un petit peu ces trafics routiers. Alors souvent c'est par une réflexion sur ce qu'on ne déplace pas des routes comme ça, mais on peut par contre réfléchir à des passages à faune ou à essayer d'agir sur le paysage pour limiter en fait ces effets de collision. Il y avait une autre question, je passe le micro à Léo. Alors moi je trouve ça extrêmement tentant de se mettre à faire quelque chose. Et nous avons la chance d'avoir quelques petits-enfants qui viennent passer des vacances à la campagne, ici dans la région. Mais j'imagine assez bien que pendant les 15 jours où ceux qui sont en âge 2 seraient avec nous, on s'inscrive, on fasse des observations sur les papillons, ce serait super. Mais est-ce qu'il n'y a pas des organisations possibles de rencontre des autres observateurs ? C'est-à-dire que si 3 cousins ensemble font des observations, c'est déjà bien. Mais s'ils savent qu'une fois dans leur séjour, ils vont pouvoir en rencontrer d'autres, là, ça devient vraiment une activité super qu'ils n'oublieront pas et qu'ils reproduiront peut-être ailleurs aussi. Donc là, c'est peut-être plutôt à des agents locaux ici qu'il faut poser aussi cette question. Mais je crois que c'est très tentant et qu'on est certainement très nombreux à avoir envie de faire quelque chose et de le transmettre aux jeunes générations, donc de les faire participer eux-mêmes. Mais simplement par inscription sur Internet et envoi de données sur Internet, il manque un maillon, je crois. Ouais, je suis assez d'accord avec vous, même si je crois que ça dépend des participants. C'est-à-dire qu'on a eu aussi des participants qui nous ont dit « moi ça me plaît parce que justement c'est une activité où je suis tranquille, je suis tout seul et c'est mon moment à moi et donc j'ai envie de le faire tout seul ». Mais on a effectivement des gens qui nous disent avoir envie de rencontrer, de partager. Et c'est vrai qu'effectivement, là, les acteurs locaux ont un rôle qui est essentiel, de pouvoir aussi permettre ces rencontres au niveau local. Parce que c'est vrai qu'au niveau national, on n'a ni les moyens humains ni financiers de réussir à organiser ces rencontres de façon régulière. On a organisé une rencontre il y a 2 ans avec des observateurs des papillons. On a une trentaine de personnes qui sont venues et c'est vraiment un moment très, très, très sympa. Effectivement, tout le monde nous a dit qu'il faut absolument renouveler ça. On a des programmes sur lesquels il y a des choses qui sont un peu intermédiaires. Je pense à un programme qui s'appelle le SPIPOL, pour le suivi photographique des insectes pollinisateurs, qui est un programme sur lequel le protocole, ça va être de prendre en photo pendant 20 minutes tous les insectes qui viennent se poser sur une plante qu'on aura choisie. Donc on choisit une plante dans son jardin ou ailleurs, où on veut, et pendant 20 minutes, on va faire une collection de tous les insectes qui viennent se poser. Puis après, on va recadrer les photos et essayer de les identifier à l'aide d'un outil en ligne pour identifier. Et puis on va envoyer ces photos avec une proposition de nom. Et ce qu'il y a sur ce suivi-là qui est intéressant, c'est que les autres participants voient les participants des autres. Donc chacun peut regarder les participations et commenter et dire non, là je pense que tu t'es trompé, tu vois, là les antennes de celle-là elles sont plus courtes que que l'espèce que tu as notée, donc du coup je pense que c'est plutôt ça, ou regarde plutôt la forme des ailes, ça doit être plutôt ça que ça. Et donc en fait les participants se sont mis à échanger autour des photos. Et puis au bout d'un moment, ils ont trouvé que ça ne suffisait pas d'échanger juste comme ça. Et ils sont organisés des rencontres en disant, bon voilà, moi je suis par là, ça vous dit, ce week-end, on va faire du Spipol ensemble. Et ils ont organisé des rencontres. Et donc ils s'auto-dénominent, ils s'appellent des Spipoliens les uns les autres. Et on a organisé comme ça aussi des rencontres au niveau du muséum. Donc dans différents endroits de France et c'était très rigolo parce que les gens qui venaient se connaissaient déjà par leur nom
Donc ils avaient leurs pseudos qu'ils avaient sur le site et ils se connaissaient déjà. Et donc et c'est assez sympa. Enfin, quand on commence à participer, qu'on poste une première collection, on a tout de suite, c'est pas les gens du muséum ni les animateurs de l'association de l'OPI qui animent ce programme-là qui viennent, c'est les autres participants qui disent « Ah, c'est ta première collection, bienvenue », et qui viennent aider les autres participants. Et on se rend compte que ça, c'est vraiment très bénéfique. Et donc là, par exemple, sur l'opération Papillon, on est en train de refaire un nouveau site de participation. Donc sur ce suivi-là, il n'y a pas de photo, mais on a intégré cette chose-là de pouvoir permettre la communication déjà entre les participants. Alors c'est un premier pas, mais on se rend compte que ça permet déjà de sentir qu'on n'est pas tout seul et puis de pouvoir voir ce que font les autres et de pouvoir discuter avec d'autres. Une dernière question. Vous avez un petit peu répondu à la question que je voulais poser, mais je me demandais comment vous réguliez un peu toutes les données que vous recueillez, parce que les observateurs sont certes pleins de bonne volonté, mais ils ne sont pas forcément compétents. Donc comment vous corrigez toutes ces données pour que ce soit significatif ? Alors, effectivement, par exemple, sur un programme comme le Speedball, où il y a des photos, c'est facile parce qu'il y a des photos, donc on peut avoir après des experts qui reviennent dessus pour dire, ben non, là c'est une erreur ou là c'est pas une erreur. Sur un observatoire comme Papillon des Jardins, mais c'est la même chose pour l'opération Escargot ou pour les Bourdons, on n'a pas ça, on n'envoie pas de photos, donc on ne peut pas avoir forcément ce retour-là. Alors comment on fait ? Première chose, on ne demande pas d'observer l'ensemble des papillons qui existent en France. Il y a 450 espèces en France. Là, on va demander d'observer 28 espèces de papillons. Dans ces 28 espèces, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait aussi des regroupements d'espèces, c'est-à-dire que des espèces qui étaient difficiles à identifier à l'œil comme ça pour quand on est débutant, on les a regroupés. Donc, par exemple, on a un groupe qui s'appelle les pierrites, qui sont les papillons blancs qu'on voit souvent sur les choux, donc les jardiniers les aiment pas tellement, et qu'on va avoir regroupés dans un même groupe pour justement limiter le nombre d'erreurs. Donc ça, c'est une première chose. On va avoir comme ça, déjà quand on réfléchit le protocole, des choses qui permettent de limiter le nombre d'erreurs. Et sur l'opération Papillon aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait au début de ce projet-là, on a justement demandé à des participants, c'était dans le cadre d'une thèse, il y avait un étudiant qui avait besoin de certaines données spécifiques, et donc là, en l'occurrence, on leur demandait de faire des photos et d'envoyer les photos avec des identifications. Et on a pu calculer le taux d'erreur qu'il y avait du coup sur des participants qui étaient des débutants sur l'opération Papillon. Et on s'est rendu compte que le taux d'erreur, il était de 5%. 5%, c'est vraiment pas beaucoup. Donc ça, c'est une première chose. On a pu l'estimer, ce taux. Et puis une deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les données qui sont récoltées par les participants de l'opération Papillon, donc qui sont à la base des débutants, et on les a comparées avec les données qui sont récoltées par les participants qui participent au STERF, donc le STERF pour suivi temporel des rhopalocères de France. Les rhopalocères sont les papillons de jour. Donc déjà, rien que dans le nom du programme, on se dit que si on les appelle rhopalocères, on ne s'adresse pas à tout le monde, on s'adresse à des spécialistes, à des lépidoptéristes de haut niveau. Et on a regardé la comparaison en fait, des données qui sont récoltées par ces deux groupes de participants. Et ce qu'on voit, c'est que si on regarde les tendances comme ça d'évolution des papillons sur le temps, avec ces deux groupes, les tendances sont super bien corrélées et qu'en fait, les données qui sont récoltées dans le cadre de l'opération Papillon, elles sont de très bonne qualité parce qu'elles donnent les mêmes tendances que celles qu'on a par les spécialistes. Merci beaucoup. Eh bien, on a abordé au cours de l'échange la question de l'animation locale, les interactions qui pouvaient se produire localement entre les participants et l'animation qui pouvait être faite localement pour essayer donc de favoriser les rencontres, sensibiliser le grand public. Donc c'est une excellente transition avec la présentation maintenant de Claire Touchard du CPI au Seuil du Poitou, qui va donc en tant que CPI, en tant qu'animateur local, va nous donner en fait son regard sur ces sciences participatives et nous expliquer un petit peu comment elle procède auprès du grand public ou des acteurs avec lesquels il travaille. Donc, bonjour à tous, donc, je m'appelle Claire Touchard, je suis coordinatrice pédagogique au sein d'une association qui s'appelle le CINEV
et qui est labellisé SAPIU. Alors, ça marche. Juste donc une petite présentation déjà de l'association pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, ce qui serait un scandale, mais voilà, ça arrive. Donc nous, on est situé à Vouneuil-sur-Vienne, 12 km en dessous de Châtellerault, avec un territoire d'action qui, en gros, se situe entre une ligne tracée Chauvigny-Poitiers et tout ce qui est au nord de cette ligne. Alors, notre association donc, est une association loi 1901. Si vous souhaitez y adhérer, vous serez les bienvenus. Nous sommes une association d'éducation à l'environnement et d'accompagnement des territoires. Donc le label CPIE, c'est un label national donné à des associations qui répondent tous à la même charte d'éducation à l'environnement et d'accompagnement des territoires, mais qui sont tous indépendants. Et ça, c'est très important parce que du coup, c'est ce qui enrichit notre réseau, c'est-à-dire qu'un CPIE ici et un CPIE dans un autre département ne va pas rencontrer tout à fait les mêmes problématiques parce que les territoires sont différents et on va pouvoir échanger sur nos difficultés. Donc ça nous enrichit beaucoup au niveau de l'éducation. Oui, juste un petit mot aussi pour dire qu'on a un espace info-énergie. Donc c'est une collaboration avec l'ADEME qui nous permet en fait d'avoir un de nos salariés qui peut conseiller les particuliers sur les économies d'énergie dans les maisons. Voilà. Je ne le dis pas, il va être pas. Voilà, alors en quoi consiste notre rôle à nous, structure, dans le cadre des sciences participatives? Donc typiquement, ça va répondre à la question de la dame de tout à l'heure. On est là pour faire du relais. Alors, dans le réseau des CPIE, il y a des sciences participatives qui ont été créées par certains CPIE qui ont un secteur que nous n'avons pas, qui est un secteur études, avec donc des scientifiques au sein de l'association qui vont faire des suivis très précis, qui vont remonter soit au niveau du muséum, mais qui peuvent remonter aussi avec d'autres participations de d'autres programmes de chercheurs. Voilà. Nous, on est plutôt dans le profil des CPIE qui sont donc des relais. Alors, on est relais au niveau, entre autres, d'une science participative qui a été créée par le réseau des CPIE, qui s'appelle Un carré pour la biodiversité. Le principe, là, c'est un peu particulier, parce que ce n'est pas vraiment une science participative en soi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un protocole précis pour le carré de biodiversité. L'idée, c'est de proposer aux participants, donc un participant, ça peut être un habitant lambda, mais ça peut être une collectivité, ça peut être une association, ça peut être toute personne qui possède un terrain. Sur ce terrain, on propose à cette personne, cette structure, d'y mettre un carré d'au moins 1 mètre carré sur lequel il n'y aura aucun traitement, aucune pratique, donc en friche. Voilà. Et de laisser pousser au moins pendant 2 ans, d'y laisser vivre la nature. L'idée étant après d'aller observer ce qui va se passer sur ce carré de biodiversité et ensuite de choisir parmi toutes les sciences participatives qui existent, celles qui vont être intéressantes par rapport au carré qu'on a sous les yeux. Voilà. Donc ça a un double avantage pour les participants, c'est que d'abord c'est au plus près de la biodiversité qu'il va y avoir sur ce carré. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à aller observer une espèce qui n'est pas présente sur le carré. Et puis l'autre avantage aussi, c'est qu'il y a, comme ma collègue l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de sciences participatives aussi qui demandent quand même des prérequis, des connaissances un peu plus poussées et qui ne sont pas forcément accessibles à toute personne. Voilà. Donc avec le carré de biodiversité, ça permet vraiment de choisir ce qui nous est accessible et ce qui est en rapport avec notre carré. Donc voilà, nous, on a mis en place ça surtout avec des collectivités pour le moment. Alors, il y a quelques particuliers maintenant qui commencent à se manifester parce qu'ils en ont entendu parler sur leur commune. On a travaillé l'année dernière avec 7 communes qui ont mis en place un carré de biodiversité assez grand sur leur commune. Il y en a 6 parmi elles qui faisaient partie d'un projet de rucher sur les communes. Donc, c'est des communes qui se trouvent dans l'ancienne Comcom de Vienne et Moulières, donc autour de Saint-Julien-Lard.
où le principe était qu'ils devaient installer donc une ruche ou plusieurs ruches dans leur commune, et nous on leur a proposé d'y installer aussi un carré de biodiversité, parce que tant qu'à faire, les abeilles n'auront pas beaucoup de kilomètres à faire. Et du coup, on a accompagné en fait la commune sur la promotion de ce carré en y faisant des sorties pour le grand public. Donc voilà, pour répondre à votre question. Plutôt que d'être tout seul, là, cette fois-ci, les personnes peuvent venir faire les observations avec nous dans un premier temps, et ensuite elles y retournent quand elles veulent. Et puis on a travaillé aussi donc, avec les scolaires, donc là avec un programme d'animation un petit peu plus poussé, on les a vus plusieurs fois, en espérant, mais ça on ne peut pas obliger les enseignants, qu'ils vont reprendre ce qu'on aura fait l'année dernière pour pouvoir le renouveler avec les nouvelles classes qu'ils auront. Voilà. Donc l'idée c'est que vraiment ça se poursuive dans le temps. En tout cas, l'avantage qu'y trouvent les collectivités, c'est que très souvent, c'est des collectivités qui sont engagées dans des gestions d'espaces verts zéro pesticides déjà depuis plusieurs années, qui ont beaucoup de mal à justifier auprès de la population le fait qu'elles ne traitent plus les trottoirs, qu'elles ont une autre façon de gérer. Et ça leur permet comme ça de promouvoir en fait ce qu'elles font. Et nous, on essaye de les soutenir dans leurs actions. Alors, une autre science participative, cette fois-ci qui est portée par l'association Tela Botanica, pardon, excusez-moi, et donc le Muséum d'histoire naturelle, c'est Sauvages de ma rue. Alors, cette science participative, elle a pour objectif de reconnaître des espèces végétales, donc là on est sur les plantes, mais sur les trottoirs. Donc en milieu urbain. Alors urbain, ça peut être un village. L'idée étant qu'il y avait une méconnaissance en fait de la biodiversité urbaine, et qu'à travers cette science participative, on allait pouvoir enrichir cette connaissance. Ça va permettre aussi de voir l'évolution justement de ce zéro pesticide utilisé maintenant et obligatoire pour les communes à travers le temps, et voir comment cette biodiversité va se réinstaller, on l'espère, dans les milieux urbains grâce à ces nouvelles pratiques de gestion des espaces verts. Donc là, c'est pareil, nous, notre rôle, il est là pour faire connaître cette science participative, proposer des sorties, tout bêtement, de reconnaissance des plantes des trottoirs. Donc on donne rendez-vous sur un trottoir à la population. Oui, c'est un peu bizarre. Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Pardon. Et ensuite, donc, on invite les gens à aller observer les plantes. On leur montre tous les protocoles. Il existe des fiches. On leur montre les fiches, comment remplir, etc. On leur explique aussi comment, une fois qu'on ne sera plus là, ils peuvent continuer ces observations en allant sur le site pour remplir les observations qu'ils vont y faire. Et puis, on leur propose comme ça des temps de rencontre. Donc ça répond encore une fois à cette fameuse question de comment ne pas être isolé. Ben voilà. En créant des carrés de biodiversité communs, par exemple, ce qui permet de réunir les gens et les observateurs, en créant des temps d'échange comme ça sur des sorties, on essaye de faire vivre, mais je retiens bien aussi cette idée que ces temps existent à des moments précis, mais comment faire perdurer cet échange? Du coup, votre remarque me permet de me dire qu'il y a encore des choses qu'on doit travailler et peut-être proposer effectivement des systèmes de plateformes d'échange ou des temps plus réguliers de rencontres, etc. Voilà. Merci Claire. Est-ce que vous avez des questions à poser à Claire ? On ne trouve pas parce que les CPE, ils sont à côté de Poitiers, ils sont un peu plus loin, donc il faut prendre une voiture. Je vais vous soumettre une idée. Vous essayez de la faire passer à la mairie, mais via le département, sans doute. Et les anciens locaux de la DDE, qui sont en face de la piscine de la Blaiserie, qui sont occupés le jeudi par les gendarmes qui s'entraînent. Je trouve ça pas très malin, c'est juste en face de chez moi. C'est pas très sympa.
Je préférerais qu'il y ait un CPE là, à la place. Une réhabilitation des locaux. Il y aura une caserne de pompiers. Donc les pompiers, ils vont faire un peu de bruit, mais pas trop pour la faune et la flore. Il y a de la place. Hein. Il y a encore de la place. Parce que les anciens locaux de la DDE, c'est quand même, c'est pas rien. C'est 2 bâtiments, plus un peu d'espace vert. Donc, essayer de voir, ça c'est à mon avis, c'est avec le département et la mairie qu'il faut voir ça. Pour créer une antenne CPIE Vienne dans Poitiers. Et là, on aura peut-être des jeunes qui vont peut-être aussi s'intéresser à l'environnement un peu plus, à mon avis. Alors, votre remarque me fait dire qu'on communique encore très très mal. Et on y travaille. Alors, on loue des locaux, en fait, déjà sur Poitiers. On est déjà présent, en fait, à la Ligue pour l'enseignement, donc qui est à côté du Pont-Neuf. Et puis, on a un partenariat depuis un peu plus de 10 ans maintenant avec la ville de Poitiers en proposant tout l'été, plus à d'autres moments, des visites sur les espaces verts de la ville. Donc, on a des partenariats comme ça, mais bon, votre remarque me dit que voilà, c'est pas encore assez connu, même si voilà. Et puis après, pour répondre à votre question, on est très attaché à notre commune. Parce que la création de notre association dépend d'une réserve naturelle que vous connaissez peut-être tous, qui s'appelle le Pinail. Et pour l'instant, on souhaite encore rester proche de notre Pinail. Mais vous avez raison, on a besoin de se faire plus connaître et de s'ancrer un peu plus sur les territoires. C'est-à-dire que pour l'instant, on est un peu plus ancré sur Châtellerault que sur Poitiers. Et pourtant, on a des partenariats anciens avec les deux villes et les 2 communes. Moi, j'ai une question, Claire. Pour vous, quels sont les principaux intérêts du coup de ces sciences participatives que vous animez localement? On voit que ce sont des points de rencontre, c'est aussi la possibilité d'un apprentissage. Quel est votre regard là-dessus? Alors nous, c'est vrai qu'on n'est pas, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas un CPIE qui est porteur de récolte de données. Donc pour nous, l'intérêt de travailler avec des sciences participatives, c'est vraiment d'un point de vue pédagogique. Et ce fameux pouvoir d'agir. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, mais les réseaux d'éducation à l'environnement travaillent de plus en plus maintenant sur cette question qui est que on a bien travaillé toutes ces années, donc les gens sont sensibilisés, mais ils passent toujours pas à l'action. Donc c'est qu'est-ce qu'on peut proposer maintenant à notre public pour leur permettre de passer à l'action. Et typiquement, les sciences participatives, ça répond à cette question-là. C'est-à-dire que pour une fois, on a un programme où la personne vient, elle est sensibilisée à une reconnaissance de plantes, d'animaux, etc., mais en plus, elle peut être acteur. Et en plus de ça, elle peut être acteur et elle peut aussi avoir un poids. C'est-à-dire que là, on a parlé de l'aspect très scientifique, mais une personne qui fait une observation sur sa commune, elle peut aussi, après, avoir le soutien de toutes ces données scientifiques pour aller voir sa commune et lui dire, voilà, il y a un problème ou au contraire, voilà, j'observe que ce que vous mettez en place, c'est bien. Donc, il y a aussi un espèce de pouvoir citoyen qu'on est en train de donner aux gens à travers ces sciences participatives. Voilà. Donc il y a un aspect politique assez intéressant aussi à prendre en main. Donc pour nous, ça a plus cet aspect pédagogique qui nous intéresse que l'aspect purement scientifique. Vous avez pu observer, je trouve tout à fait intéressant le résultat qu'Anne a présenté tout à l'heure dans le cadre de l'opération Papillon. On voit au bout de 3 ans des changements de comportement, de pratique dans les jardins. Vous avez des retours d'expérience de ce type? Est-ce que vous observez des personnes qui, effectivement, à la pratique en fait, de ces programmes, viennent à se questionner et à remettre en cause certaines de leurs pratiques? Alors les 2 programmes que je vous ai présentés, ils sont encore assez récents. Donc on n'a pas encore suffisamment de sorties proposées pour avoir vraiment un grand retour, mais déjà ce qu'on a observé pendant nos sorties, c'est que, alors autant les toutes premières, il y avait beaucoup de personnes qui étaient déjà intéressées et plutôt avec des profils naturalistes déjà, qui venaient à nos sorties, puis petit à petit,
de plus en plus une population variée. Et alors c'est aussi parce qu'on change notre communication en essayant de proposer aussi des sorties qui soient vraiment très larges, vraiment pour des non-initiés, des sorties qui permettent aussi de sortir en famille, donc ce qui permet comme ça de pouvoir toucher un public très très varié. Et ce qu'on observe, c'est que ces moments, c'est des moments de partage entre les générations. Donc c'est ça que nous renvoie le public, que ça leur permet comme ça de pouvoir partager un moment particulier, que effectivement il y a un début de prise de conscience sur certaines choses, entre autres sur les pratiques des communes, hein, avec Sauvages de ma rue. Effectivement, on sent que ça a vraiment un impact sur le regard des gens. Le petit pissenlit qui pousse au milieu du trottoir, quand on l'a observé et quand on en a compris, parce qu'on apporte aussi tout un tas d'informations sur l'utilité de la plante, et ben, tout ça fait que la personne ne le voit plus de la même façon. Et donc oui, on pense vraiment que ça va avoir un impact, mais c'est encore un peu trop récent, ça va avoir un impact sur le changement de comportement des personnes. Merci. Il y a encore une question? Oui. Non, mais je me pose la question de savoir à quoi sert un carré de 1 mètre carré, parce que ça me paraît tellement exigu. Vous m'auriez dit 10 mètres carrés ou 100 mètres carrés, j'aurais compris. Et d'ailleurs, qu'est-ce que sont censés faire les gens sur quel type d'observation sur un carré d'1 mètre carré? Alors c'est au moins 1 mètre carré. En fait, il fallait donner une base de départ. Donc moins d'1 mètre carré, c'était pas du tout intéressant. Et pourquoi 1 mètre carré? Parce que il fallait aussi qu'on puisse sensibiliser un maximum de personnes. Et donc pour les personnes qui ont des tout petits jardins, il fallait qu'elles aient aussi la possibilité de participer à ça. Ça nous semblait très important de ne pas exclure toute une partie de la population en exigeant un métrage trop important qui ne pourrait pas être accessible à n'importe qui. Maintenant, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt des communes qui l'ont mis en place et ce n'est pas 1 mètre carré qu'ils ont mis en place. C'est plutôt, ça ressemble à des petites prairies en fait, hein, ce qu'ils ont mis en place. Certes, c'est vrai que il y a aussi la question de... C'est un carré isolé, parfois avec aucun lien, aucun corridor. Donc on peut se dire, oui, effectivement, quel impact ça va avoir sur le renouvellement de notre biodiversité. Mais l'objectif, il n'est pas là en fait, hein. L'objectif, il est avant tout pédagogique. C'est-à-dire déjà de faire observer que quand même sur une toute petite surface, quand on n'y fait rien du tout, il y a des choses qui poussent, et il y a des choses qui arrivent. Et puis surtout, pour montrer que, par exemple, la plante qu'on pensait connaître, je pense entre autres à certaines fleurs qui ont une floraison très tardive et qu'on n'arrête pas de tondre, donc on ne connaît que sous la forme feuillage, et ben on la découvre sur la forme d'une fleur et on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de couleurs que prévu. Et c'est vraiment pour, encore une fois, inciter les gens à changer de comportement. Donc même si c'est qu'un petit mètre carré, c'est un début. Et en général, ça finit par s'agrandir. Oui, pour l'opération Sauvages de ma rue, est-ce que vous savez à peu près, finalement, quelles sont les espèces végétales qui poussent sur les trottoirs, disons, dans la Vienne, de façon un petit peu générale? Et alors, il y a le problème de Poitiers, parce que Poitiers, depuis plusieurs années, n'utilise plus de pesticides et autres. Mais pour autant, l'herbe ne pousse pas trop, parce qu'au bout d'un moment, on utilise des moyens pour faire disparaître cette végétation. Alors, évidemment, ce n'est pas avec des produits phytosanitaires, mais c'est du chalumeau, c'est de l'eau chaude, ou bien c'est le fil d'une débroussailleuse, là. Et donc, du coup, on ne voit pas grand-chose. Alors, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que on va sûrement, la plupart du temps, commencer par aller dans une zone où on sait où il y a des
des choses à observer. Et puis progressivement, on va proposer sur Poitiers, on en a fait plusieurs sorties sauvages de Maru. Et donc au début, on les propose dans des zones où on sait qu'il y a pas mal de choses à observer, mais quand même des zones de passage, parce que Poitiers est aussi réputé pour avoir des zones complètement sauvages, et ça c'est pas intéressant dans le cadre de Sauvages de Maru. Il faut rester dans une rue quand même goudronnée. Et puis progressivement, on va aller peut-être aussi vers des zones un petit peu moins enherbées. Voilà. Et c'est aussi pour montrer à la population que, parce que tout le monde est toujours très enthousiaste, quand on vient à une sortie, c'est qu'on a envie d'y aller. Donc on part avec un côté très positif des choses, et c'est aussi pour leur montrer voilà, le revers de la médaille. Sur Poitiers, même si c'est une commune qu'on encourage vraiment beaucoup parce qu'elle a été quand même dans les premières à faire des choses avant qu'on impose les choses concrètement, sur Poitiers, il y aura encore beaucoup d'efforts à faire. Après, on parle aussi beaucoup avec les services, et ce qu'ils nous renvoient, c'est toute cette problématique du regard de la population et des remarques qu'ils ont constamment sur le travail qu'ils font. Et donc, ils ont été obligés aussi de faire des choix à un moment donné. Mais ça, il ne tient qu'à la population de changer d'avis et de faire remonter les choses positivement. Et ils changeront leurs pratiques. C'est pas eux qui ne veulent pas arrêter d'utiliser des herbeurs ou des choses comme ça. C'est que c'est le seul moyen, le seul compromis qu'ils ont pu trouver pour le moment, pour à la fois satisfaire ceux qui n'ont pas encore ce regard naturel, et puis leur problématique de gestion des espaces verts. Bien sûr, allez-y. Alors je vais répondre avec une toute autre... Enfin moi je suis là parce que j'observe les papillons de jardin, mais j'étais de nombreuses années adjoint à l'urbanisme d'une commune des Deux-Sèvres, une assez grosse commune, et pour vous dire que les résistances des populations sont extrêmement importantes aux sauvages de la rue, et que quand vous ne nettoyez pas les trottoirs, quand vous ne désherbez pas les trottoirs, vous pouvez être sûr que les plaintes des populations vont être très 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 importantes et constantes. Et donc ça ne m'étonne pas que les services des jardins sont obligés d'avoir une attitude de compromis, parce que les gens immédiatement téléphonent et disent « mais c'est inadmissible, mon trottoir, il y a des herbes partout, c'est pas acceptable ». Et il y avait deux endroits majeurs qu'il était absolument impossible de ne pas traiter, c'était les stades de foot et les cimetières. Il y avait deux endroits où la population n'acceptait, mais en aucun cas qu'il y ait des herbes, etc. C'était les stades de foot et les cimetières. Les cimetières, là, c'était impossible. Si un cimetière n'est pas propre, la population ne l'accepte pas. Donc c'est pas facile. Pour les élus, ils sont confrontés à des retours qui sont... Alors peut-être, j'espère que ça va changer, mais pour l'instant, encore de nos jours, ça a des retours extrêmement négatifs des populations. Quelques exceptions, par exemple à Niort, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a un cimetière dit écologique à Niort. Ils sont allés assez loin dans la réflexion, où il y a toute une... Mais bon, sur le département aussi, là, il commence à y avoir des petits villages où il y a eu... résistance des élus. Mais c'est suffisamment rare pour être mis en avant aujourd'hui, et voilà. Effectivement c'est plutôt l'exception. Alors je vous propose maintenant d'écouter donc Michel Thébault, qu'on a effectivement, on vient de faire sa connaissance. Pourquoi on a invité Michel, c'est que en fait il me semblait, c'est une discussion que j'ai eue avec Sylvie Hout, il me semblait très important en fait que dans les témoignages de ce soir, nous ayons celui d'un participant à ces programmes, pas seulement en fait un professionnel de l'environnement, mais vraiment un participant, quelqu'un qui, un citoyen qui, eh bien, quelque part, Michel, il est parmi ceux qui, vous l'avez vu tout à l'heure, on a parlé de millions de données qui étaient collectées et analysées derrière par les scientifiques, sont des personnes effectivement comme Michel qui contribuent à ces actions-là. Alors Michel, il participe à l'opération Papillon dont on a parlé tout à l'heure, dont Anne a fait une présentation. Et donc, je vais en fait lui donner la parole. J'ai quelques questions en fait à poser à Michel, mais peut-être, Michel, est-ce que vous voulez vous présenter très brièvement depuis combien de temps? Oui, alors moi je participe à l'opération Papillon de Jardin depuis 2009, je crois. Oui, ça doit faire
Oui, à peu près une Dizaine d'années. bonne dizaine d'années. D'accord. Alors, avant d'être à Poitiers, je l'ai fait dans une autre ville qui était Melle. C'est là que j'avais commencé, en Deux-Sèvres. Et puis, quand je suis arrivé à Poitiers en 2011, j'ai poursuivi. Et donc, ça fait 8 ans que j'observe les papillons de jardin. D'accord. Avec une différence, Melle était nettement plus... il y en avait plus qu'à Poitiers, hein, ça je vous le dis tout de suite. Alors, qu'est-ce qui a motivé, du coup Qu'est-ce qui a votre motivé participation à l'opération des Je pense que ça fait très longtemps que dans la famille, on s'intéressait à la nature, aux animaux, aux plantes, aux oiseaux, etc. S'il y avait une espèce d'intérêt, de sensibilité à la question. Et alors, j'ai recherché, puisqu'on avait discuté, j'arrive pas vraiment à retrouver. Je sais que j'ai lu un article sur les sciences participatives et les papillons de jardin, donc de fait vers 2009, mais je ne sais pas dans quelle revue ni dans quel journal, mais qui donnait l'adresse internet pour aller sur le site. Et je suis donc allé sur le site et je me suis inscrit comme ça pour l'Observatoire des papillons de jardin. Et donc depuis, je continue. Hein. Alors ce que je voudrais dire, c'est que c'est pour rassurer les gens, c'est pas si difficile que ça, et c'est pas quand même aussi astreignant qu'on pourrait le penser. Parce que je crois que le gros problème, c'est sur la durée, quoi, que les gens fassent les observations sur la durée. Ouais. Alors concrètement, comment ça marche l'opération papillon? Comment ça marche? Mais vous pouvez. Alors on va laisser tomber le tabac d'Espagne que j'avais pris en premier parce qu'il avait un sourire charmant. Oui. Et là, alors voilà, moi je suis doté de fiches, 2 fiches comme ça. Voilà, vous les avez toutes les deux, qui donnent la liste des 28 papillons à observer dans son jardin. Hein. Alors on peut bien sûr avoir recours, après il y a des petits guides très bien faits, il y a des livres aussi, vous savez, on trouve, j'avais amené là, il y a tout un tas de petits guides, on trouve des tas de choses, et sur Internet vous avez des tas d'éléments aussi sur les fiches de papillons. Mais vous avez donc des fiches de cet ordre qui permettent de repérer les 28 espèces de papillons qui vont être observées. Alors ensuite, comment ça se passe? Je vais dans mon jardin, me promener de temps en temps dans la journée, regarder, je m'assois 5-10 minutes, puis je regarde et puis j'essaie de compter les papillons et puis je note sur des feuilles de repérage combien j'en ai observé, pierreries de 2 ensemble ou 1, 2, 3, 4 selon la journée. Je fais des observations, quoi. Mais je ne suis pas toute la journée dans mon jardin, quoi. Je passe de temps en temps, je dis tiens, un papillon, ou mon épouse me dit ça y est, j'en vois un qui passe, donc on court, on essaie de voir ce que c'est. Bon. Donc ce sont des observations que vous pouvez coupler à d'autres activités? Bien sûr, en faisant du jardin, en faisant des tas de choses. Oui. Oui, il y a un papillon, on lève la tête et on essaie de le reconnaître. On finit d'ailleurs rapidement, parce que vous allez voir, j'en ai mis les exemples à peu près qu'on trouve sur Poitiers. On n'est pas aux 28 sur Poitiers, c'est 6 ou 7 espèces, et encore ça tend à se réduire d'année en année. Donc on a vite fait de les reconnaître, en plus ils ne volent pas de la même manière, ils n'ont pas les mêmes couleurs. Au bout de quelques mois, on reconnaît le papillon, on dit tiens, ça c'est Tircis, j'en vois un là, ou 2 qui se battent ensemble, parce qu'ils sont assez belliqueux entre eux. Mais non, c'est pas très difficile à faire. Moi je dis aux gens que toujours, j'essaie d'encourager, c'est un plaisir même. On va, après manger, je vais dans le jardin, c'est le meilleur moment, là vers 13h, 14h, là. Il fait beau, il y a du soleil, quand il y a du soleil, là les papillons passent, quoi. Alors évidemment, ce que j'ai remarqué, mais ça on pourra le dire après, c'est qu'il y a des plantes qui les intéressent plus que d'autres, c'est évident. Si vous pouvez passer, on doit voir mon jardin après, voilà, oui. Vous voyez, il y a un gros pied de lavande là, devant le banc, là-bas, et puis c'est pareil, l'oranger du Mexique, il y a des fleurs, il y a des arbres et des arbustes qui vont attirer les papillons, c'est évident. On sait à peu près donc qu'il faut développer. Mais vous voyez, je n'ai pas un très grand jardin, mais Dans votre jardin, ce sont lesquels qui attirent le plus les papillons, que ce soit arbres ou plantes? Là, c'est la lavande, c'est tous les pollinisateurs, ça, la lavande, ils adorent. Mais l'arbuste au milieu, l'oranger du Mexique, attire aussi beaucoup. Et j'ai planté de la menthe. Là, la menthe également, les fleurs de menthe, ça, là, il y a du papillon dessus.
à Marilis en particulier, il y a un certain nombre de papillons qui aiment beaucoup un peu tout ce qui est en fleurs, hein, toutes les fleurs finalement, hein, c'est quand même ce qui les attire le plus. Mais c'est pas si difficile que ça de travail. Faut se promener dans le jardin, faut regarder, et puis avec les fiches de repérage et quelques livres, assez rapidement. À Poitiers, vous savez, je vous en ai mis un certain nombre, après on peut regarder, mais c'est pas si difficile que ça. Voilà celui qu'on trouve actuellement, là, le printemps, la Robert le Diable, qui se pose bien, donc il est facile à prendre en photo. Par contre, le citron, c'est le plus fréquent actuellement, mais le citron, il n'y a pas moyen il est toujours en vol. Donc c'est difficile. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Non, tout à fait. Oui, donc ça c'est Robert le Diable, c'est celui qu'on voit actuellement, là. C'est le premier au début du printemps. Là, cette année, les observations ont été précoces, hein. J'ai vu les premiers le 20 février. Mais enfin, ça ne vous surprend pas, c'est là qu'il a commencé à faire très très beau. Alors que l'an dernier, c'était 8-15 mars, hein. Il y avait 3 semaines d'avance sur les années antérieures pour les premières observations. Est-ce qu'il y a une période pour l'opération papillon où on peut commencer à ça va de mars à octobre. Mais en général, moi, quand il y en a quelques-uns en février, je les case dans le mois de mars, très objectivement. Heureusement, je ne sais pas, mais je leur mets un petit commentaire en bas, première observation, telle date. Non, mais je devrais peut-être pas, mais bon. Il n'y a personne du muséum avec nous, hein, c'est pas un souci. Non, mais en fait, on s'est rendu compte de ça. On avait effectivement fait mars à octobre, et puis de plus en plus, on a des mois de février très chauds, et donc on a plein d'observateurs qui nous disent on est frustrés, on voit des papillons en février, et donc à partir de cette année, on pourra. Là, cette année, on sort un nouveau site, et maintenant, on a enlevé mars à octobre, ce sera toute l'année. Si jamais il y a des papillons qui sont observés en janvier, voilà, on pourra le voir, on pourra les observer toute l'année. Parce qu'on s'est rendu compte que ça, effectivement, c'était plus frustrant qu'autre chose de donner une période. La période s'étend, on en a en novembre maintenant également, hein. Ça déborde les années chaudes, il y a des papillons jusqu'en novembre. C'est beaucoup plus qu'avant. Oui, on peut regarder, j'en avais mis d'autres. Oui, ça on commence à le voir là, c'est Tircis, ça, il est très très fréquent celui-là. Alors là, c'est très très fréquent, à Poitiers, c'est un de ceux qu'on voit le plus. Oui, oui. Il est toujours au même endroit, je sais sous quel arbre il est. Il suffit d'y aller si je veux le voir. Oui, c'est mes photos, oui. Ça, c'est sur l'oranger du Mexique, d'ailleurs, justement. Hein, l'arbuste qu'on voyait au centre. Voilà. Oui, alors ça, c'est à Marilis, et il doit être... oui, parce qu'il y a deux petits points blancs, deux petits ocelles, là, c'est à Marilis, ça. Il se confond un peu avec myrtille, mais ça... faut approcher, quand on regarde de près, on voit qu'il y a deux petits points blancs en haut, c'est à ça qu'on le reconnaît, mais il faut qu'il se pose, hein, pour ça. Comment? Mais non, je fais ça avec mon smartphone. Quand ils sont bien au soleil, en train de se chauffer, ils ne se chauffent pas comme ça. Je fais ça avec ça, moi, c'est tout. Hein. Faut pas croire. Hein. Oui, il ne faut pas faire d'ombre. Et puis il ne faut pas trop bouger, mais souvent quand ils sont posés au soleil, comme on a vu Tircis avant sur une fleur, vous pouvez l'observer pendant des fois 30 secondes, 1 minute, hein, il ne part pas comme ça. Hein. Voilà, alors voilà une pierride, alors justement, parmi les multiples pierrides, ça c'est la rave, je crois, pour les spécialistes. Mais ce n'est pas la pierride la plus fréquente, mais bon, on les trouve aussi. Ah ben oui, de toute façon, oui. Et dans les comptages pour le muséum, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est en fin de mois, je remplis sur Internet une fiche dans laquelle on me dit « Avez-vous rempli comment ont été vos observations ce mois-ci 1 ou 2 fois dans le mois, quelques fois par semaine ou tous les jours ?» Il doit y avoir, je crois que c'est ça, il doit y avoir 3 possibilités. Or, moi, en général, c'est plusieurs fois par semaine. Et après, on a les 28 cases qui correspondent aux 28 types de papillons, et on met observer, et on met un nombre. Quand on en a vu 2 ensemble, il faut mettre 2. Sinon, si on a vu 1, mais 10 fois dans la journée, on ne met qu'un. Mais si on a vu 2 ensemble... Mais alors, il m'arrive des fois de mettre pierride 6, parce que sur le pied de lavande, il y en a 6 d'un coup. Ouais. Les bonnes années.
Mais ça, alors, oui, on fait un comptage de cet ordre. Donc moi, je prends des notes et puis après, à la fin du mois, je remplis ma fiche de manière très simple. Hein, c'est pas difficile. Hein. Ben oui. Ah ben oui, mais bon. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai mis encore après? Ça, c'est le morosphinx, voilà. Ouais. Qui est un papillon. On n'a pas tendance à penser que c'est un papillon. On ne voit pas les ailes parce qu'il bat tellement vite. Et il a une espèce de grande trompe pour. Mais c'est un papillon. Souvent mais on le voit. Hein. Ouais, souvent les gens disent j'ai un colibri dans mon jardin. Voilà, c'est ça. Souvent, c'est mais c'est le morosphinx. Il est assez fréquent. Hein. On voit sa trompe là et on. Comment? Ben oui, mais c'est le général. Hein. Et je sais pas, j'ai peut-être mis encore un. Oui, ben ça c'est un licène bleu. Il est peut-être un peu sombre parce que j'y devais être un peu dans l'ombre. Ça aussi, les licènes bleus, il y en a. Alors sauf que là, c'est un peu. Au début, ça me va poser des problèmes parce que le mâle est bleu, mais la femelle est marron. Et c'est le même et la même famille, mais il faut le savoir parce que c'est pas simple ça. Le mâle et la femelle sont pas de la même couleur. Alors on les appelle licènes bleus, même si elle est marron, c'est un licène bleu, mais c'est la femelle. Il peut y avoir aussi des générations chez certains papillons. Oui. En fonction de la période de l'année, certains vont avoir pas des plumages, mais des couleurs différentes. Oui. Tircis, c'est le cas. Il peut être très orangé, mais il peut être, celui qu'on a vu tout à l'heure était assez orangé, mais il y en a qui sont beaucoup plus sombres hein, aussi, c'est très variable. Ah oui. Oui, mais ça, non, on n'a pas à Poitiers, non, on n'a pas de ça à Poitiers. Par contre, on en a autour, peut-être pas dans le centre de Poitiers, mais très vite, on en observe. Non, dans le centre de Poitiers, moi j'ai trouvé que c'était assez limité. Ouais. En particulier dans les grands papillons, ça c'est le pan du jour, c'est les grands papillons. Ouais. À Melge, moi j'avais le Vulcain et Belle Dame, et à Poitiers, c'est pas fréquent. Hein. Rarement Vulcain, Belle Dame, presque jamais. Ça c'est pan du jour. Il est fréquent, hein, lui quand même encore. Hein. Il est fréquent. Ben oui. Ouais. C'est très riche hein, dans le sud. Et ils veulent un Vulcain, ils étaient super contents de voir un Vulcain, alors que nous, on voit que le Vulcain et le. Donc c'est rigolo. Ah oui, non, mais ça c'était voilà. Alors, et s'il fallait résumer en fait cette participation à l'opération Papillon, qu'est-ce qu'elle vous a le plus apporté en fait depuis que vous participez depuis une dizaine d'années? D'abord, moi je trouve que c'est un plaisir hein, parce que bon, on apprend beaucoup de choses, hein, on découvre les papillons, on apprend, et puis je trouve que même, moi par contre, je trouve que c'est un peu inquiétant parce que je vois bien sur plusieurs années que la diminution est nette. L'an dernier a été une année catastrophique hein, sur Poitiers pour les papillons. Mes observations, c'est surtout à partir du mois d'août, où ça a été très sec, août, septembre, octobre, novembre, octobre, il n'y avait pratiquement plus de papillons, ce que j'avais jamais vu jusque-là. Hein. Et le nombre d'espèces se réduit également. C'est très intéressant, mais en même temps, on se dit c'est inquiétant, parce que finalement, je vois une espèce comme la Belle Dame qu'on voyait beaucoup avant. Moi, ça fait 5-6 ans que j'en ai pas vu. Hein. À Poitiers, on ne les voit plus. Il y a vraiment des papillons. Là, celui qu'au début, le tabac d'Espagne, j'en vois un tous les 2 ans. Il reste quelques espèces, Tircis, Pyrrhide, mais je trouve que ça se réduit. Alors peut-être que c'est parce que j'habite vraiment dans Poitiers, au cœur de Poitiers. Ce qui est sûr, c'est qu'enfin. En promenade des cours, moi j'habite promenade des cours, c'est quand même un peu encore. On n'est pas loin du Clin, il y a quand même des jardins. Mais enfin, malgré tout, c'est pas. Mais sinon, c'est très intéressant parce que bon, je leur parle, ils me répondent. J'avais une question. C'est moi. Tu disais que tu avais acquis des connaissances, justement, oui. Et je voulais savoir jusqu'où. Est-ce que tu t'intéresses à l'écologie des espèces? Parce qu'on a parlé des noms des espèces, des couleurs, des formes, oui. Mais leur écologie différente, etc. Ou est-ce que ça a changé aussi ton regard sur les papillons en dehors de ton jardin, quand tu te promènes ailleurs? Ah oui, ça c'est sûr. Hein, et la dernière, c'est est-ce que ça t'a permis de rencontrer des gens, de faire des rencontres? Donc,
En toute honnêteté, bien sûr. Non, hein, non, vis-à-vis de- non, pas vraiment. Non. J'en discute des fois avec les gens parce que les gens voient bien que j'observe. Et puis bon, des fois, bon, quand je suis à Oléron en particulier, les gens disent oh c'est bien, c'est bien. Je dis mais vous devriez, c'est pas difficile. Oh non, non, non. Je sens que ça va me prendre trop de temps, disent les gens. Mais c'est pas vrai, c'est du temps. Ça prend pas de temps, c'est du plaisir vous savez, sortir faire un tour dans le jardin après manger pendant 5-10 minutes pour voir s'il y a des papillons qui sont là ou qui passent. C'est quand même pas une surcharge considérable. Par contre, sur le plan scientifique, non, je ne peux pas dire que je me sois vraiment, comme j'ai plein d'autres centres d'intérêt scientifique, c'est vrai que... Non, maintenant, c'est-à-dire, en fait, on finit par savoir reconnaître quand même. C'est la seule chose, c'est que même au vol, maintenant, un flambé, je sais que c'est un flambé, j'en ai pas mis là-bas, c'est pas facile, mais il y a des papillons. Ah non, on dit ça, oui. On finit par avoir une certaine habitude, puis on voit arriver des espèces invasives qui n'existaient pas. Alors par contre, on dit qu'il n'y a plus de papillons, mais il y a 3-4 ans, là, à Poitiers, oui, 4 ans à peu près, oui, j'ai vu arriver un tout petit papillon que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu. Là, il a fallu chercher dans les livres. Hein. C'est ce qu'on appelle le brin des pélargoniums. C'est un papillon parasite du géranium. Et maintenant, alors là, lui, il est là jusqu'en novembre. Et il est vraiment, on en trouve des fois, il y en a 5, 6, ils sont très denses. Je crois que ça vient d'Afrique du Sud, quelque chose comme ça. C'est une espèce invasive, mais qui est en plein développement sur le secteur. Alors il y a plein de papillons qui disparaissent, mais lui, on le voit. Hein. Mais, enfin, on le voit, il faut le savoir. Il est vraiment tout petit. Hein. Alors juste avant de donner la parole, une toute petite parenthèse pour vous dire, puisqu'on parle des papillons de jour, il y a un ouvrage qui a été édité donc en Poitou-Charentes par Poitou-Charentes Nature, qui est une association qui fédère plusieurs associations de protection de la nature en Poitou-Charentes. Et c'est une vraie référence en fait dans le territoire. C'est-à-dire que pour chaque espèce, vous avez notamment des diagrammes comme ça chronologiques. Ça vous indique en fait en fonction de la période de l'année et les fréquences de floraison. Donc en fonction des espèces de papillons, vous savez que certaines espèces, par exemple on a parlé du citron, c'est une chèche qui est assez courte, les fréquences en fait, c'est d'observer très tôt dans l'année, alors que d'autres, il ne faut pas observer avant juillet. Et donc c'est le type d'information qu'on peut tirer en fait des inventaires qui sont faits sur la bibliothèque. Et c'est vraiment un ouvrage de référence. Et peut-être pour compléter le propos de Michel, en Poitou-Charentes, alors il est vrai qu'à Poitiers, effectivement le nombre d'espèces va être limité, mais on est quand même dans un territoire où il y a une relative richesse quand même de papillons, parce que nous avons l'influence de plusieurs climats, des climats océaniques, montagnards. Nous avons le CPIE, seuil du Poitou ce soir, donc vous savez que nous sommes effectivement au niveau du seuil du Poitou avec une diversité de sols aussi en Poitou-Charentes. Donc une diversité de conditions quand même qui font qu'on a une richesse de papillons. Voilà, il y a un phénomène effectivement que décrit Michel, mais on a quand même encore beaucoup de papillons à observer. Et je crois qu'il y avait une question. Il y a une question qui me brûle. En fait, vous vous intéressez beaucoup aux papillons, mais est-ce que vous êtes intéressé aux chenilles ? Oui, bien sûr. J'en ai pas mis. Là, j'aurais pu en mettre en photo. Oui, je regarde. Oui, Parce que je trouve ça très intéressant, toujours dans un jardin, de voir qu'il y a des chenilles. Moi, il fut un temps où les chenilles, elles n'avaient pas beaucoup de chance quand je les rencontrais. Bah oui. Et franchement, maintenant, je m'abstiens de les supprimer. Mais ce que je regrette, c'est de ne pas savoir quel papillon je vais voir ensuite. Mais souvent, vous avez dans les petits livres, vous avez la chenille avec en photo maintenant. Je sais pas si je sais que dans votre guide elle l'est, mais même moi j'utilisais au début parce que vous savez, avant d'entrer dans les ouvrages très scientifiques, moi j'avais un tout petit Larousse nature en poche là qui est bien fait et il y a la chenille. Il y a une petite photo de la chenille à chaque fois. Oui. Alors j'aurais dû amener la chenille du macaron et sa métamorphose que j'ai fait en photo. C'est une splendeur, mais je n'ai pas pensé à le mettre. Sur le site, faut peut-être donner l'adresse du site. Non, vous l'avez donné ? Alors, je ne l'ai pas donné, mais il est sur le... C'est les petits dépliants.
Est-ce que tout le monde a pu prendre ou vu passer en tout cas le petit paquet de dépliants? Ouais. Je voulais juste dire aussi que vous pouvez appeler les associations locales aussi. Hein. Elles ont souvent des spécialistes qui peuvent vous aider aussi à reconnaître. Hein. Alors, pas chez nous, mais... On peut envoyer une photo, par exemple. Oui, tout à fait. Nous, on travaille avec l'association Gérépi, qui est l'association qui gère la réserve du Pinail. Ils ont des grands spécialistes des insectes, des champignons, des plantes, enfin voilà. Et vous pouvez leur envoyer les photos, ils vous donneront leur avis. Merci. On va donner la parole à Sylvie Haute, du coup, dernière intervenante. Et donc, qui va nous apporter un regard complémentaire sur justement le lien homme-nature, en fait, autour des sciences participiatives, la reconnexion qui peut se produire. Ouais. Donc bonjour, merci de m'avoir invité. Et puis de me donner l'occasion de vous parler de ce que je fais depuis quelques années dans le cadre de mon travail. Mon travail au Centre d'études biologiques de Chizé, donc c'est un laboratoire du CNRS sud des Deux-Sèvres dans la forêt de Chizé, c'est un laboratoire d'écologie. On travaille sur les vertébrés dans un objectif de conservation de la biodiversité. Et donc on m'a demandé d'essayer d'avoir un regard un petit peu général et global autour des sciences participatives. Et en fait, j'ai choisi de vous présenter, de vous parler de mon village espace de biodiversité, qui est un dispositif de sciences citoyennes. Alors, je ne sais pas trop comment l'appeler, on va dire éducation populaire, sciences citoyennes, éducation à l'environnement, comme a dit Claire. Et c'est assez rigolo de passer en dernier après les 3 témoignages, parce que j'ai choisi non pas de vous présenter mon village espace de biodiversité, les actions qui constituent ce dispositif qui concerne l'ensemble des écoles primaires à l'échelle de 23 communes sur un site d'études au sud de Niort, plus les agents communaux, tous les apiculteurs, les habitants et une partie des agriculteurs. Mais j'ai plutôt fait le choix de vous montrer pourquoi plutôt j'ai créé ce dispositif et en quoi ce type de dispositif répond à des enjeux, à mon sens, extrêmement urgents et extrêmement graves, et bien au-delà des objectifs des scientifiques, parce que vous avez vu les courbes que Anne vous a montrées sur la diminution des oiseaux de plaine, sur des espèces extrêmement courantes, ordinaires. On a vu la même chose sur les papillons en Europe. Donc ça, les sciences participatives apportent à grande échelle ce type de données, mais après, on passe effectivement de comment agir et comment susciter l'engagement citoyen, l'engagement dans une action environnementale. Alors, je vais vous parler des 3 constats, et puis on pourra toujours parler des actions à la fin. Je vous donne juste 2 exemples, et vous allez comprendre en quoi les sciences participatives, justement, contribuent à ça, au-delà des observatoires de suivi à long terme. Alors, le premier constat... non, c'est que j'ai ça. Ouais, c'est vrai. Le premier constat, je l'appelle échec de la conservation de la biodiversité. Et, donc c'est très caricatural, mais extrêmement vrai, à peu près à toutes les échelles, locales, nationales, internationales. Tous les bilans, tous les taxons vont dans le même sens. Et effectivement, depuis 40 à 50 ans, chaque année, on a énormément d'études, on a énormément de rapports. Et aucun traité ou convention internationale n'a encore réussi à enrayer la perte de biodiversité, et malgré une forte mobilisation du milieu associatif. On ne peut pas dire que les associations n'aient rien fait. Dès le début, avec des députés, des élus qui les ont portés, des politiques publiques extrêmement ambitieuses. Vous ne pouvez pas imaginer, par exemple, que le dispositif Natura 2000 qui a été choisi en Europe est probablement le dispositif le plus ambitieux au monde en termes de conservation de la biodiversité. Donc il faut le réaliser. Il y a presque 20% de la surface couverte. Et pourtant, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, voilà, même sur des espèces extrêmement communes. Là, je vous ai mis quelques exemples, des abeilles, des alouettes, des insectes.
après la courbe sur les papillons en Europe, là vous avez la courbe sur les papillons en Allemagne, celle qui a fait un peu de bruit il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, quelles que soient les espèces ou les groupes d'espèces, on enregistre les mêmes déclins. Et en parallèle, et on arrive au deuxième constat, en parallèle, on assiste plus récemment à une volonté des politiques publiques à impliquer les citoyens. Alors, on le voit à travers énormément de dispositifs de politique publique, et les politiques ont même une injonction à les intégrer de différentes manières. Et là, c'est le deuxième constat, c'est que la participation est davantage une exigence théorique qu'une pratique effective, c'est que ça ne fonctionne pas. Je travaille beaucoup avec les élus, ils ont énormément de mal à rassembler les gens, rien que sur une enquête publique ou une réunion publique. Mais bien sûr, tout s'explique, hein, c'est ce que je leur dis, c'est que ça s'apparente beaucoup plus à de la coopération symbolique, qui nous renvoie à peine à un rôle d'observateur et non d'acteur. Et donc on peut se poser la question de comment ça se fait que d'un côté on a les politiques publiques qui nous invitent de plus en plus à gérer, à donner un avis, et de l'autre côté, on n'y participe pas. Voilà. Et il y a plusieurs raisons. Je vais pas donner le troisième constat, celle à laquelle je crois le plus, mais il y a plein de raisons qui font que on ne se sent pas légitime, on n'a pas assez de connaissances. À aucun citoyen autour de moi, là où j'habite, ne se pose la question de qui gère le territoire, dans quel objectif, pour qui. On est exclu totalement de toutes ces discussions-là. Donc du coup, on ne se pose même pas la question. Parce que déjà, se poser la question, c'est avoir été confronté à une discussion pour ensuite, probablement, avoir un avis. Et en termes de conservation de la biodiversité, à mon sens, on est plutôt des cibles de campagnes de sensibilisation, comme je pourrais dire, où on nous dit qu'il faut conserver, on nous dit ce qu'il faut faire, et à aucun moment on nous prend comme des adultes responsables, où on devrait avoir, et là je rejoins complètement Claire, on devrait avoir de l'échange, de la connaissance, de l'information, et décider par nous-mêmes. Donc du coup, le troisième constat, pourquoi les gens ne s'impliquent pas, c'est ce qu'on appelle l'extinction de l'expérience de la nature. C'est qu'on est de plus en plus déconnecté de la nature, et même à la campagne, vous ne pouvez pas imaginer. Alors la nature, dans le sens diminution graduelle de la qualité de notre relation, non seulement avec le milieu dans lequel on vit, mais aussi avec la communauté, les gens qui vivent dans ce milieu-là. Donc on est de plus en plus déconnecté, pour plein de raisons différentes, et ça commence à vraiment alarmer de plus en plus de scientifiques et de personnes en charge de l'éducation à l'environnement, par ce qu'on appelle la mise en évidence de troubles de déficit de nature, et en particulier chez les enfants. Donc on a des études depuis une dizaine d'années assez bluffantes, certes pas mal de corrélations, du style on guérit plus vite lorsque notre chambre d'hôpital donne sur un arbre que lorsqu'elle donne sur un mur. Ce sont des corrélations, mais ça a démarré, ça a lancé énormément d'études. Et chez les enfants, ça peut, je ne les liste pas, mais ça peut atteindre de l'hyperactivité avec déficit d'attention, de l'obésité, la baisse de créativité, la perte du sens de l'espace, du temps, etc. Et jusqu'à des dépressions. Donc ça, même l'OMS l'a identifié comme une source majeure de santé publique. Et vous imaginez, donc l'homme perdrait le désir de nature, comme dit Anne-Caroline Prévost-Julliard, c'est du muséum d'ailleurs. C'est grave parce que vous imaginez qu'on est en train de fabriquer, ou je ne sais pas comment on peut dire, des enfants qui sont tellement déconnectés qu'ils n'auront pas de revendication de nature quand ils seront grands. Ils n'auront pas besoin de nature. Parce que justement, la construction de notre identité environnementale se fait dans la petite enfance. Ça veut dire que ces enfants-là vont devenir des adultes tellement déconnectés que leurs politiques pourront détruire la nature sans qu'ils soient dans la rue ou qu'ils rouspètent. Ça ne leur fera rien. Donc il y a véritablement une urgence à remettre les gens dans la nature. Donc face à ces trois constats, alors à mon sens, il faut totalement changer l'approche de la conservation de la biodiversité. Ça, j'en suis vraiment persuadée. On fait à peu près la même chose depuis 40 ans. On a des politiques publiques qui s'appliquent sur des territoires, les scientifiques travaillent avec les politiques.
s'associent avec les associations de protection de la nature, et ça ne fonctionne pas. Alors on change tout, et on se tourne vers les sciences participatives de façon très urgente, avec un fort volet sur l'éducation, et c'est pour ça que le témoignage d'Anne et de Claire, à mon sens, on est en plein dans l'avenir et la réalité, la vérité, à mon sens. On devrait changer les activités de recherche, ça me concerne, effectivement, intégrer beaucoup plus de dimensions sociales et citoyennes. Donc même les chercheurs ne se posent pas encore assez la question à quoi sert leur résultat de recherche. C'est pas vous imaginez, c'est pas la connaissance qui manque pour que ça marche. C'est pas du tout ça. On a eu, en Poitou-Charentes, on a travaillé très longtemps sur les oiseaux de plaine dans l'équipe de recherche à laquelle j'appartiens. On a eu énormément d'argent. C'est pas une histoire d'argent. On a été soutenu par des programmes européens. On a énormément de partenariats avec les agriculteurs, etc. On a énormément de volonté. On a des connaissances incroyables et ça ne fonctionne pas. Donc c'est pas ça. Donc nous, on doit changer les choses. Les associations de protection de la nature, à mon sens aussi, il faut qu'elles arrêtent totalement ce qu'elles ont fait depuis 40 ans. Ça ne fonctionne pas. Donc je suis un peu caricatural en disant ça. Je travaille avec elles. Mais on ne peut plus faire des sorties nature où c'est le guide qui parle, qui fait, qui voit, qui donne les noms des espèces. On ne peut plus voir une association dans une salle ou je ne sais pas quoi. Voilà, il faut que 100% de leur activité, leur objectif, c'est de nous remettre dans la nature. Voilà, d'une façon ou d'une autre, et justement avec cette démarche de sciences participatives. Et bien sûr, les politiques publiques qui doivent nous aider, du moins, nous, on doit pouvoir les aider, puisque tout seul avec les scientifiques, ils n'y arrivent pas. Donc, à mon sens, seule l'éducation relative à l'environnement, l'éducation populaire, etc., peut relever ces défis. Et je ne suis pas la seule, hein, je pense, moi, je l'ai fait un peu dans mon coin par un espèce de bilan après 20 ans de recherche. Et en fait, on commence à voir ce qu'on appelle on travaille en écologie. Vous voyez, depuis quelques années, moi ça fait 10 ans que je fais ça, mais depuis quelques années, il y a des papiers qui sortent. On ne travaille plus à l'échelle des écosystèmes. Maintenant, on travaille à l'échelle des socio-écosystèmes. On commence à prendre en compte les usagers du territoire. Alors, comment relever ce défi éducatif et politique ? Alors là, du coup, je me suis penchée en 2011 pendant un an sur, voilà, en gros, comment on passe d'un individu qui ne sait rien, qui ne se pose aucune question sur son territoire, sur la biodiversité, sur l'environnement, à quelqu'un qui va s'engager dans une action environnementale. Et là, c'est plein de concepts et de théories qui sont issus de plein de disciplines différentes. Là, vous avez des disciplines d'économie, comme la théorie des biens communs, d'Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie en 2007, je crois. Le concept d'attachement au lieu, plutôt de la psychologie de l'environnement, théorie de l'action raisonnée, ça c'est les sciences de gestion, modèle théorique de l'engagement, etc., de l'apprentissage. En fait, c'est tellement simple, je l'ai mis. En lisant tout ça, il faut juste recréer du lien social, voilà, dans la nature et pas ailleurs. Voilà, il faut mettre les gens dans la nature, autour de la connaissance. Et ce n'est pas de la connaissance qui vient d'en haut, c'est de l'échange de connaissances. Les gens, en fait, sont très riches, on connaît tous plein de choses. Et en utilisant les outils de la science participative. Et c'est là que vous voyez, je rejoins ce que Claire disait, c'est qu'on n'utilise pas, ce ne sont pas des programmes de science participative comme à Vigine Nature, dont les données vont être utilisées par les scientifiques pour des suivis à long terme ou des tendances sur mesurer l'érosion de la biodiversité. Ce sont des outils pédagogiques. On va utiliser les outils de la science participative. Et là, on peut en discuter après, c'est extrêmement riche et disponible pour à peu près tout le monde sur Internet. Les gens qui managent ou qui gèrent ces programmes de sciences participatives sont très ouverts à l'utilisation de plein d'outils différents. On peut s'en inspirer aussi, etc. pour le faire. Donc c'est ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai rajouté ça ? Oui, voilà, c'est ce que je dis. Voilà, on trouve des ressources, on trouve des protocoles. Et bien sûr, Anne vous l'a dit, ces programmes de sciences participatives permettent de reconnecter les observateurs avec la nature. C'est un enjeu, vous vous en souvenez. Et notamment à travers l'attachement au lieu qui est extrêmement important. Ça nous permet d'aller dans notre commune,
sur un terrain, sur un bâti, etc., et de s'approprier. Il faut qu'on s'approprie son environnement, parce que plus on est attaché à son lieu, plus ça suscite le désir de protection de ce lieu, etc. On peut faire de la science. Donc tout ça pour vous dire que mon village espace de biodiversité, j'ai utilisé ce type de démarche. Je vous donne, voilà, je l'illustre à travers juste 2 exemples pour terminer. L'utilisation d'abris à insectes qui sont, à mon sens, anti-pédagogiques totalement, comme les nichoirs, comme les ruches, comme tout ce qui est artificiel. Donc c'est un outil, c'est une boîte comme une ruche. Tout l'enjeu, c'est la pédagogie qui va avec. Voilà, un outil qu'on appelle pédagogique sans la pédagogie, on fait carrément l'inverse en proposant des abris à insectes. Et vous le voyez, bon, on en pourra en reparler, c'est à mon sens catastrophique d'en voir en vente partout, d'en voir dans toutes les communes. Parce que voilà, dans l'inconscient des gens, les gens finissent par croire que les abeilles solitaires vivent dans des abris de ce type. Mais par contre, ce sont des outils pédagogiques extrêmement intéressants, super géniaux pour créer du lien social, parce que autour de ce type de dispositif, la biodiversité n'est qu'un... D'abord, on n'en parle jamais, on ne parle jamais de conservation, et c'est qu'un prétexte pour rassembler des gens. C'est vraiment que ça, et du coup, des gens qui ne se croisent jamais alors qu'on habite le même territoire, du style, les abris à insectes sont fabriqués là par un chantier d'insertion, sont assemblés par des enfants handicapés qui les livrent à l'école, etc. Ça crée des liens partout. Bon, peu importe. Et c'est un super outil d'observation. C'est exactement ce que disait Anne, c'est-à-dire ça aide, ça suscite l'observation. On a des abeilles solitaires sur nos fleurs dans notre jardin. On n'a ou jamais regardé, ou on a oublié de les regarder, mais je vous jure que je côtoie sans arrêt dans ce programme des gens qui ne reconnaissent pas une guêpe d'une abeille. Et là, ils vont mettre le nez, on peut mettre le nez devant on les voit rentrer, sortir, déposer le pollen, déposer le nectar, etc. On retrouve l'idée avec la carte de membre de communauté dont on a parlé, des gens qui vont discuter, se connaître d'un jardin à un autre, etc. Et le dernier exemple, c'est les ruchers pédagogiques communaux. Donc voilà, ça c'est l'échelle des 23 communes sur laquelle j'ai déployé le dispositif Mon village espace de biodiversité, dans le sud des Deux-Sèvres, et qui est transféré actuellement sur d'autres territoires en France, comme sur 10 communes en Charente-Maritime, sur 5 ou 6 communes dans la Vienne, avec un objectif de le déployer à l'échelle du Grand Poitiers, puisque je crois qu'ils l'ont voté il n'y a pas très longtemps. Ouais, d'accord. Sinon, dans les quartiers nord de Marseille, c'est en cours. Je vais la semaine prochaine dans le département du Val d'Oise. Je ne sais pas trop où c'est, mais il faut que je regarde. Bon, voilà, le Livaro aussi, la communauté de communes du Livaro. En fait, là, à nouveau, on va utiliser la science participative, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pédagogique de parler de l'abeille mellifère. Dans une ruche, 100% des interventions scolaires, bon, je caricature, mais je ne suis pas loin, c'est peut-être 99%, des interventions scolaires en France dans les écoles sont faites par des apiculteurs et donc sont faites sur la production de miel. Vous imaginez la différence de vision qu'on peut avoir sur, en gros, dans l'inconscient des gens, l'abeille fabrique du miel et c'est l'apiculteur qui s'en occupe. Alors qu'on n'est pas du tout là, on est sur une espèce sauvage, c'est un bien commun, elle appartient à tout le monde, etc. On n'est plus du tout, les messages sont vraiment, il y a un travail énorme qu'on fait justement autour, avec les apiculteurs, bien sûr, autour de ces ruchers. Je vous remercie. Merci, Sylvie. Peut-être pour qu'on partage un même niveau de connaissance, les abeilles et bourdons sauvages, c'est à peu près 1000 espèces, c'est ça, en France? Tu as une idée, Sylvie? Donc vous voyez, en fait, quand on parle de l'abeille domestique, effectivement, c'est peut-être un moyen de communication, mais c'est vrai qu'il faut toujours avoir à l'esprit, en fait, cette diversité extraordinaire de pollinisateurs sauvages, y compris chez les abeilles et les bourdons. On a énormément d'abeilles sauvages qui, elles aussi, en fait, effectivement, déclinent, mais
voilà, c'est cette diversité qui participe vraiment à la pollinisation et au fonctionnement des écosystèmes. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sylvie? Oui, merci. Enfin, c'est à moitié une question et à moitié un constat, hein. C'est sûr qu'il y aurait énormément de choses à faire. Juste un exemple, hein, c'est très très partiel, hein, on ne peut pas vraiment en tirer de conclusion. Mais moi, je ne serais pas du tout optimiste, simplement en regardant la moyenne d'âge de la population qui assiste. Alors, je ne parle pas de l'estrade où il n'y a que des jeunes, mais il faut bien dire que les gens qui se sont intéressés à la Réunion, ce n'est pas absolument la jeune génération. Alors j'en profite justement, je vais... alors je sais pas trop prendre de gants, hein, donc faut pas m'en vouloir. On est prévenu. Faut pas m'en vouloir, mais je partage complètement ce que vous dites, et c'est normal, c'est complètement normal, parce que tant qu'on n'ira pas chercher, faire rencontrer, construire ce type de soirée en amont avec les jeunes et les enfants, et se rencontrer avant, à mon sens, dans la salle, on est tous convaincus, et on n'y arrivera pas, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que l'ensemble des événements autour de la biodiversité ne devrait même plus s'appeler biodiversité, etc. Et on devrait construire non plus des événements, des soirées, etc., mais des dispositifs, c'est-à-dire quelque chose à long terme, quelque chose qui construit au cours d'une programmation annuelle, par exemple. J'ai de leçons à donner à personne, hein. Je ne vous connais pas assez, on en discutera après, mais pas du tout. Mais vous voyez, on fait exactement le même constat dans plein d'autres endroits, alors que là, dans ce dispositif-là, le fait qu'il y ait des enfants le samedi, le soir, dans la salle des fêtes, tous les enfants sont là. Et ils entendent exactement la même chose que les adultes. C'est parce que tout le monde s'est entraîné, ou les enfants qui ont vu l'apiculteur et qui savent que l'apiculteur sera là ce soir, il viendra. En fait, il faut arriver à croiser, à créer de l'interrelation entre des acteurs qui ne se croisent pas. Et ensuite, ils commencent à se connaître et ils se côtoieront dans la salle. Mais pas autour d'un message militant et pas autour de cette espèce d'injonction à conserver la biodiversité. Non. Non, relations humaines et de connaissances. Et puis après, moi, j'ai envie de décider de la conserver ou pas. À titre personnel, je partage en fait le constat de Sylvie. Je tiens à dire que dans le cadre des réunions voie publique, nous avons réfléchi à justement une possibilité de coupler un temps comme ça en salle avec une sortie sur le terrain. Et puis on s'est dit, en fait, vu la période de l'année, vu l'heure, c'était pas si évident. Par contre, dans le cadre du festival, il y a des sorties nature qui sont prévues, mais c'est vrai qu'on y a bien songé. Et effectivement, l'idéal, et ça donne des idées pour d'autres occasions, serait effectivement d'avoir un temps en salle et puis d'aller expérimenter en fait dans un jardin ces programmes de sciences participatives. Par la nature, en fait, je suis allée brièvement faire un tour au salon de l'étudiant cette année et j'ai découvert que l'UFR STAPS, donc Sciences du Sport, va ouvrir l'an prochain la même chose que ce qui se faisait à Florac il y a 40 ans, donc avec une formation accompagnateur nature, sport et nature. Ça c'est excellent parce que ça ne se faisait pas dans la Vienne. Et voilà, les initiateurs de ce genre de choses, c'était Florac il y a très longtemps. D'accord, mais bon, je ne sais pas comment ils vont le faire, mais actuellement, certains scientifiques, notamment du muséum, commencent à s'intéresser au sport de nature, justement, et c'est catastrophique. C'est catastrophique. Il y a très peu de sportifs de nature qui font de la nature. Ils font du sport dans la nature. Donc ça veut dire, il ne suffit pas juste d'être dans la nature, il faut vraiment créer cette identité, cette relation positive et émotionnelle avec la nature. Comme si avoir de l'émotion dans le milieu naturel n'était pas crédible, n'était pas scientifique.
Et je me pose une question, Sylvie. Tu as, en présentant mon espace village de biodiversité, j'imagine que tu t'es confronté aussi à l'enjeu de travailler avec le rectorat, avec le monde de l'éducation. Est-ce que tu arrives un peu est-ce que du côté du rectorat, par exemple? Oui, alors ce sont des dispositifs, comme j'avais fait un programme de sciences participatives avant, qui avait extrêmement bien fonctionné. Ouais. Je ne démarche pas les enseignants. C'est un dispositif directement construit avec l'inspection académique. Du coup, c'est l'éducation nationale qui propose à l'échelle du territoire, donc ça a un avantage énorme, c'est que tout de suite on travaille à l'échelle d'un territoire, parce qu'ils travaillent à l'échelle de circonscription, et directement on travaille avec le conseiller pédagogique d'éducation. Donc oui, ça c'est des dispositifs, tous, l'éducation nationale a énormément évolué, je pense qu'eux vont beaucoup plus vite au final que les politiques. C'est qu'eux, ils ont compris, et ce sont des enjeux pour eux de créer du lien entre les enfants et les acteurs du territoire. Il faut aider les enfants à sortir de l'école et à créer du lien sur leur commune. Ça fait partie des objectifs de l'éducation nationale, donc ce type de... Bien sûr. Claire, vous voulez ajouter quelque chose? Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, avec une vision peut-être un petit peu plus optimiste, entre autres vis-à-vis des jeunes, moi je trouve que on a peut-être sauté une génération effectivement qui s'est moins sentie concernée. Ça va être la mienne et puis celle qui vient juste après. Mais je trouve que les jeunes de maintenant, ils sont en train de s'investir, ils sont même en train de nous engueuler, je te signale, parce que on a quand même une petite jeune fille de 14 ans qui a pris la parole devant quand même la communauté internationale pour... voilà. Et puis il y a toutes ces grèves là qui sont en train de se mettre en place en France de mobilisation des lycéens et des étudiants qui nous prouvent bien qu'ils se sentent concernés. Après, pour les côtoyer, ils se sentent concernés, mais ils sont aussi déconnectés de la réalité. Et ça, je te rejoins complètement, c'est-à-dire qu'ils sentent bien qu'ils ont un avenir pas très glorieux, mais en même temps, c'est pas pour ça qu'ils retournent dans la nature et qu'ils vont faire des choses. Parce qu'on leur a jamais appris, en fait. On les a jamais emmenés. Alors, moi, je pense qu'il y a des pistes quand même à explorer. Nous, on essaye au CPIE depuis quelques années, parce que je suis une vieille animatrice, donc j'en ai vu des pratiques et des publics différents depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc... je me rends bien compte que je ne peux plus pratiquer ce que je faisais il y a 20 ans maintenant. Pour les mêmes constatations que des constatations d'échec d'éducation. Et entre autres, avec le fait que si on veut toucher une population, pas vous par exemple, pas vous qui êtes déjà concernés par la chose parce que vous êtes venus ce soir, c'est qu'il faut qu'on change nos portes d'entrée. Donc on essaye maintenant de ne plus parler de biodiversité, on n'essaye plus de parler aux gens de problématiques. Oui. Voilà. Prise de conscience. Je suis d'accord avec toi. Non mais soyez... discutez quand vous verrez des associations, et je travaille avec toutes celles d'ici, donc je les connais. Vous leur demandez de créer un jeu, je sais pas, sur le hérisson. Le premier jeu qui va leur venir à l'esprit, c'est un jeu super bien fait, mais sur les menaces, le hérisson qui se fait écraser par des voitures, le hérisson qui mange des granulés dans le jardin. Voilà, on en est là encore. Donc et je suis d'accord, c'est un échec parce que en fait, si on veut toucher une population plus variée et plus intergénérationnelle, il faut aussi leur parler le même langage. Leur parler de problématiques qui les concernent directement, ou en tout cas auxquelles ils ont les oreilles grandes ouvertes, les problèmes d'argent, les problèmes de santé, le besoin de créer de la relation sociale et l'alimentation. Donc c'est toutes ces problématiques-là, en fait, elles peuvent être pour nous un support pour aller les voir, quoi. Et puis, je ferai une remarque aussi par rapport à l'éducation nationale. Il y a quelques années, enfin il y a plusieurs années maintenant,
Les enseignants avaient la possibilité de participer à des stages proposés en dehors du cadre de ce que proposait l'éducation nationale. C'était des partenariats avec des associations, je pense entre autres à l'IFRE. Et maintenant, ils n'ont plus l'occasion de le faire, ils n'ont plus le temps, plus l'argent, plus la possibilité de le faire. Et pourtant, c'était des moments où les enseignants rencontraient d'autres partenaires, d'autres façons d'enseigner, et qui leur permettait d'ouvrir un peu leur vision de ce que pourrait être l'éducation. C'est terrible, l'éducation à l'environnement dans le milieu scolaire. C'est comme l'éducation sexuelle, pareil. C'est très... Non, mais c'est vrai. Il n'y a aucune relation de l'homme à la nature. Hein. C'est très scientifique, très... Merci. On va s'arrêter là parce que l'espace Mendes France m'avait indiqué, j'avais dit qu'on terminerait à moins le quart. Donc merci pour votre participation.